Bonsoir, vous nous surprenez en train d'essayer de parler des profits des uns et des autres, raison pour laquelle vous avez vu cette ambiance. Malheureusement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais profiter de cette occasion pour rendre hommage à notre ancien directeur général du groupe DRTV, M. Patrick Benjamin Eboki, qui nous a quittés dans la nuit du lundi à mardi, à 3 h du matin, alors que dans la matinée du lundi, nous sommes allés à son chevet avec le président du conseil d'administration pour s'enquérir de ses nouvelles et savoir comment il allait à la suite de l'appel téléphonique que nous avons reçu de son médecin. Et nous comptions le voir ce matin. Malheureusement, nous avons été surpris très tôt de voir cette nouvelle de sa disparition. Je profite de cette occasion au nom du groupe DRTV, dont j'assure la direction maintenant, et au nom des salariés et des cadres de cette entreprise qu'il a dirigée pendant 5 ans, lui qui l'a mis sur orbite, de présenter toutes nos condoléances à son épouse ainsi qu'à sa famille. Et comme disaient les cadres de la DRTV le pleure. Et pour ne pas faire un trop long discours, dire seulement ciao Dain. Voilà. Ce soir, nous allons parler d'un thème qui certainement va nous préoccuper tous. Il s'agit de parler de la polygamie. Est-ce que c'est un thème qui va faire l'objet des débats? Comment les gens vont-ils réagir à ce thème? Nous avons voulu, non pas être provocateurs, mais plutôt poser la question de savoir si la polygamie est un mal nécessaire ou une pratique à bannir. Et pour répondre à cette question, nous avons invité sur ce plateau Madame Kebi, qui est maître assistant à l'université Mariangouabi, à la faculté de droit, auteur d'un livre publié chez l'Harmattan sur le droit congolais, le droit congolais de la famille. Et à ma gauche, j'ai maître Dolani, qu'on ne peut plus présenter, tous ceux qui sont des habitués du barreau de Brazzaville connaissent à peu près la répartie qu'il a, et il va nous accompagner dans ce débat sur la polygamie. À l'extrême droite, nous avons le prophète. Il s'est dit révélé, c'est ce qui a fait que nous puissions rire aux éclats.
M. Habib Zekeli, hein, que beaucoup ont découvert à DRTV en train de prêcher les bonnes paroles et qui certainement défendra la thèse de la polygamie, même si l'Église catholique ne considère pas la polygamie. Et enfin, à l'extrême gauche, Madame Milando, qui est la présidente de l'association des femmes juristes, ancienne magistrate. Non, je suis magistrat. Oh là là. Excusez-moi, mais magistrat, j'en ai encore pour quelques années. Vous en avez encore pour quelques années. Je suis vice-présidente de la Cour de compte et de discipline budgétaire. Autant pour moi, hein, je n'ai pas bien regardé mes fiches, mais en tout cas, vous êtes présidente de l'association des femmes juristes du Congo. Présidente nationale. Présidente nationale, une association loi 1901, n'est-ce pas, qui défend le droit des femmes. C'est autant vous dire que ce débat aujourd'hui, qui porte sur la polygamie, va passionner beaucoup de monde. Alors pour aller dans le vif du sujet, j'ai envie seulement de poser une question simple. Je vais prendre mes lunettes parce que sans mes lunettes, je ne pourrais pas lire mes notes. En commençant par Madame Milando, présidente de l'Association des femmes juristes du Congo, d'avoir son point de vue sur cette thématique ô combien passionnante de la polygamie. Que pense-t-elle de la polygamie? Écoutez, Monsieur Sony, à chaud comme ça, ce que je pense de la polygamie, je crois que ce n'est pas tellement mon avis personnel qui compte. Bon, mais je crois que je commencerai par définir ce que c'est que la polygamie. En fait, on dit d'un polygame, on parle de polygame lorsqu'une personne est engagée simultanément dans des liens matrimoniaux avec plusieurs femmes. Donc c'est le contraire de la monogamie. De la monogamie, et puis j'allais dire de la polyandrie. Parce qu'il est possible aussi d'imaginer une femme mariée à plusieurs hommes. Bon, d'un point de vue pratique, c'est vrai que ça posera beaucoup de problèmes, mais en tout cas, le contraire, c'est cela. On dit d'un homme qu'il est polygame, et on peut dire d'une femme qu'elle est polyandre. Bon, donc déjà d'un point de vue moral, ça pose un certain nombre de problèmes, mais je crois que nous allons les aborder après que mes confrères ici présents aient donné également leur point de vue sur la polygamie. Oui, Madame Kevi, honneur aux dames d'abord. D'un point de vue moral, la polygamie pose problème, comme vient de dire Madame Milando. Est-ce que c'est ça la vraie question? Bon, la vraie question sur le plan moral, c'est vrai que la polygamie pose problème, mais je voudrais plutôt regarder le côté social. Comment est-ce que les Congolais vivent cette polygamie? C'est une question à se poser. Et je crois que tout au long de ce débat, on pourra se rendre compte si on a réussi à répondre à la problématique que vous avez posée au départ, à savoir la polygamie, est-ce un mal nécessaire ou une mauvaise chose qu'il convient de bannir? Mon point de vue, vous l'aurez tout à l'heure au cours des débats. Je crois qu'on risque de ne pas perdre du temps. Maître, d'un point de vue moral, éthique, et puisque la loi nous autorise, nous, la gente masculine, d'avoir autant de femmes que nous voulons, qu'est-ce que cela vous inspire, la polygamie? Merci. Comme pour compléter les autres, je dirais que je m'en procéderai d'abord à simplifier la définition pour dire que la polygamie, en effet, c'est l'état d'un homme qui a plusieurs femmes. Mais cette définition offre à la fois l'avantage, mais aussi la réflexion de ne pas dire qui aime plusieurs femmes, qui dit tout simplement qui a plusieurs femmes. Nous en tirerons toutes les conséquences nécessaires. Et quant sur le point moral, je dirais même du point de vue éthique, je dirais qu'il y a lieu de se poser la question de savoir si la polygamie est un phénomène naturel ou un phénomène purement social. Nous allons également répondre à toutes ces interrogations au cours de nos débats. Je vois que ça commence à devenir intelligent et intéressant, pardon. Monsieur Habib Zekeli,
vous qui êtes le prophète, vous devez peut-être prophétiser chez vos adeptes la pratique de la polygamie, étant entendu que si vous la prophétisez, vous serez en contradiction avec les Saintes Écritures qui n'autorisent pas cette pratique, la polygamie. Merci DG Sony. Je pense que la polygamie, premièrement, n'est pas contraire aux Saintes Écritures. Parce que nulle part dans les Saintes Écritures, Dieu a supprimé la polygamie. Au contraire, c'est un message divin qui veut dire ce que ça veut dire. Comme le bien-aimé on dit tout à l'heure, c'est un mariage comme tout autre. Et du point de vue éthique ou moral, la polygamie reste la polygamie, c'est un mariage. Et quand on voit dans les Saintes Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, eh bien, même ce livre que nous appelons le Testament, que les uns appellent la Bible, c'est un livre de polygamie. Parce que les grands personnages du Testament furent des polygames, d'Abraham jusqu'à Moïse, etc. Donc, c'est un mariage, ça vient de Dieu. Ok. Merci. Ici, on veut rester au-delà des tournures bibliques pour rester dans le corps même du sujet, de savoir comment une personne peut vivre cette relation avec plusieurs femmes. Oh, ben, c'est tout à fait facile. Effectivement, étant prophète, je ne peux que m'exprimer selon les Saintes Écritures. Allez-y. Vous remarquerez, par exemple, dans Exode, chapitre 21, verset 10, c'est Dieu qui parle, que si tu prends une seconde femme, ne retranche rien à la première. Le droit conjugal, les vêtements et la nourriture. Et même plus loin, dans Lévitique, chapitre 18, le verset 8, il est même dit que tu ne prendras pas pour seconde femme, verset 18, tu ne prendras pas pour seconde femme la sœur de ton épouse du vivant de ta femme, pour éviter la rivalité. Donc, vous comprenez que Dieu étant le créateur de l'homme, Dieu ne peut pas nous demander de faire des choses qui sont au-delà de nos forces ou au-delà de nos capacités. Si Dieu nous permet de faire quelque chose, c'est qu'il a doté un certain pouvoir à l'homme de pouvoir réaliser cela. Et cela est possible. C'est vrai qu'on se pose souvent la question de savoir, est-ce qu'on pourra aimer toutes les femmes de la même façon? J'ai dit non, on ne peut pas aimer toutes les femmes de la même façon, tout comme on ne peut pas aimer tous les enfants qu'on a de la même façon. On reviendra là-dessus. Merci. Madame Kébi, ça vous fait rire, mais Dieu, c'est lui qui donne l'autorisation. Mais le législateur, lui aussi, crée ou met des textes, vote des lois pour quasiment légitimer cette pratique-là. Donc finalement, le législateur n'est pas en contradiction avec Dieu, si tant est qu'il puisse exister. Oui, j'aimerais bien quand même rebondir sur la première partie de son intervention. Il a beaucoup cité l'Ancien Testament, mais la Bible c'est un tout. Il y a aussi le Nouveau Testament. Et lorsque nous regardons, je crois bien, dans le livre de Marc, au chapitre 9, il est question de la répudiation d'une femme. Et lorsqu'on pose la question à Jésus, pourquoi est-ce que Moïse a permis qu'on puisse écrire une lettre de répudiation pour une femme? La réponse du Seigneur, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Parce qu'au départ, il n'en était pas ainsi. Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a fait hommes et femmes. Et à ce moment-là, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Donc, même si au départ, nous voyons dans l'Ancien Testament qu'il y a eu des polygames, mais dans Genèse 2, Dieu a créé un homme, il a créé une femme. Donc c'est toujours à cause de nos mauvais penchants que finalement nous sommes arrivés à la polygamie. Mais au départ, il n'en était pas ainsi. Madame Milando, c'est à cause de nos mauvais penchants, comme dit Madame Kébi, que nous sommes arrivés à la polygamie parce qu'il n'en était pas ainsi. Sans rentrer, parce que je ne comprends pas très bien la Bible, puisque je n'ai jamais lu, et je préfère rester sur... Vous avez tort, c'est un livre enfin, qu'il faut avoir lu au moins une fois. Oui, je crois. Mais je vais m'y mettre, puisque de temps en temps, j'essaie de finir. Mais je voudrais d'abord revenir sur la rationalité, le cartésianisme qui anime la démarche des juristes que vous êtes. Lorsque vous votez des lois ou pour les appliquer sur la polygamie, est-ce que là, il n'y a pas une contradiction entre l'autorisation
qui est donné implicitement à l'homme d'avoir autour de lui un harem, puisque c'est même écrit dans la Bible qu'ils avaient un harem. Ils en avaient. Bon, mais je pense que nous n'allons pas faire feu de tout bois, hein, parce que là, vous dites beaucoup de choses, Monsieur Sony. Mais d'abord, j'aimerais marquer mon étonnement, venant d'un homme de Dieu, d'entendre ici que la polygamie, c'est Dieu qui l'a voulu. Bon, heureusement que Madame Kebi, qui est professeure de droit, mais qui est aussi une grande servante de Dieu, a rétabli les choses. C'est à cause de la dureté de nos cœurs que nous sommes arrivés à ces excès. Et l'homme, dans ces situations, n'a jamais été heureux. Parce que si le prophète pouvait pousser sa réflexion, il aurait pu vous parler de la situation dans laquelle s'est trouvé à un moment donné Abraham avec sa femme Sarah et sa concubine. Parce que dans la Bible, il n'est pas écrit que cette femme était son épouse légitime. Parce que vous savez, il y a un amalgame qui se fait aussi sur la notion de deuxième femme. On est la deuxième femme d'un monsieur lorsqu'il vous amène également à la mairie et que vous avez également un contrat de mariage. Parce qu'en fait, la polygamie, c'est une organisation dans laquelle on reconnaît donc la multiplicité d'unions légitimes. Et donc, je disais que j'étais étonné que l'homme de Dieu puisse, que le prophète puisse développer ce genre de choses et qu'il puisse finalement consacrer, approuver même ce genre de situation. Parce que Dieu, s'il faut aller sur le terrain de la religion, Dieu, il aime l'ordre. Mais la question que j'aimerais poser au prophète, c'est de savoir, est-ce que dans une union polygamique, est-ce qu'il y a de l'ordre? Et il répond d'ailleurs lui-même à la question en disant que ce n'est même pas recommandé dans la mesure où il n'y a même pas d'égalité de traitement. Il vous dit qu'il n'est pas possible d'aimer toutes les femmes de la même manière. Et il a même dit qu'il n'était pas possible d'aimer ses enfants de la même manière. Bon, ce sont des choses qu'on ne peut pas comparer. Parce que déjà, les enfants, c'est une partie de vous. Votre sang. Une épouse, un homme, c'est pas la même chose. Donc déjà, il faut éviter, je crois, de mettre ce genre de choses en balance. Mais au moins, on reconnaît que, on reconnaît tous ici que c'est une déviance que de se retrouver avec plusieurs femmes. Et de toutes les façons, d'un point de vue social, ce n'est pas facile à gérer. C'est tellement difficile à gérer que personne n'accepte que les femmes aient plusieurs maris. Madame, je m'arrête là. On va revenir, mais finalement, maître, qu'est-ce qui pousse donc les hommes à être polygames? Qu'est-ce qui pousse les hommes à être polygames? C'est tellement difficile de gérer, humainement, c'est pas vivable, mais alors, on le sait. Oui, oui, je réponds effectivement sous l'angle moral, sous l'angle juridique. Après, vous passerez à la perception en tant qu'homme. En tant qu'homme, mais sous l'angle également de l'universalité. Je suis avocat, c'est vrai, donc juriste de formation, mais je suis aussi militant des droits de l'homme. Et je sais que par principe, il est dit que nul ne peut être empêché de faire ce que la loi n'interdit pas. Or, notre code de la famille qui régit cette matière, qui est la polygamie, l'objet de notre thème, malheureusement, n'interdit pas la polygamie, plutôt l'autorise sous certaines conditions. Et quand je regarde la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est l'un des instruments fondamentaux du droit international, à l'article 16, qui est l'un des rares d'ailleurs qui traite de cette question, eh bien, le législateur, à ce niveau international non plus, dit tout simplement que l'homme et la femme, à l'âge, c'est-à-dire à l'âge majeur, sont autorisés à former une famille, un foyer, à se marier. Mais ils disent à former une famille. Et quand on dit une famille, donc on peut aussi former une autre. On n'a pas dit la famille.
Dans ce domaine, chaque problème de nuances. De nuances. Et la moindre nuance est très importante. Et à ce titre, je me dis, du point de vue donc juridique, que ce soit au plan national ou au plan international, eh bien, la polygamie devient comme un droit pour celui qui veut s'en prévaloir, pour celui ou celle qui veut s'en prévaloir. Mais du point de vue moral, et là aussi, on ne peut pas traiter la polygamie en fonction simplement du contexte qui nous concerne. Il y a également l'histoire. Une réalité sociale ou sociologique ne peut être conçue et comprise que lorsque vous l'analysez également par rapport à l'origine, par rapport à votre passé. Or, nous savons que la polygamie, à l'époque, et d'ailleurs c'est un phénomène qui a connu une certaine évolution, dans les sociétés primitives, la polygamie était comme un acte d'humanisme, un acte salutaire, un acte de solidarité. Madame Milandou. Oui, mais je veux le démontrer. Tout simplement parce que, mathématiquement parlant, il était établi que le nombre de femmes était largement, je dis bien largement supérieur au nombre d'hommes. J'ai regardé encore les statistiques tout récemment, les femmes sont encore beaucoup plus nombreuses que les hommes. Enfin, cela ne justifie pas que nous puissions avoir 30 pour combler ce déficit-là. Voilà, le phénomène persiste. Et à cette époque, où pendant cette période, eh bien, les hommes étaient souvent décimés, soit à l'occasion des chasses ou à l'occasion des guerres tribales. Donc, on se retrouvait avec plusieurs épouses qui mathématiquement n'avaient aucune chance de se retrouver sous un toit conjugal. Donc, ces hommes qui les regardaient, les avaient, passez-moi l'expression, les prenaient en pitié et faisaient de sorte que pour des raisons de justice sociale, les prenaient et favorisaient finalement ce phénomène qui n'était pas appelé polygamie. À l'époque, on appelait ça le mariage en groupe. Et puis quelques philosophes, pour rendre le concept plus beau, l'ont dénommé le communisme sexuel. Le Lévira, Madame Kébi, le Lévira, Madame Kébi. C'est pas la même chose. Non, c'est pour introduire le fait que lorsque les hommes sont décimés pendant les guerres tribales, ou lorsque, comme on l'a connu ici, les femmes qui restent toutes seules parce qu'ils ont perdu un époux, et dans le cas du veuvage, on est obligé parfois de les récupérer par le frère du mari décédé. Hein? Je crois que ces pratiques-là existent encore sous d'autres cieux, et même ici aussi encore au Congo. Ce que je voulais vous demander, est-ce que, comme l'a dit le maître, d'un point de vue historique, chez nous au Congo, il y a d'abord eu cette pratique-là qui a précédé et qui a fait que ces mœurs-là puissent perdurer? C'est vrai, mais j'aimerais vous poser une toute première question. Tout à l'heure, vous avez parlé d'avoir consulté des statistiques. Est-ce que vous pouvez nous donner le pourcentage actuel des femmes? Et je continuerai à vous répondre. Les dernières statistiques ont fait état de à peu près 63%. 63%. Oui. Ce qui signifie que si vous avez un homme, c'est tous les hommes, ne serait-ce que la moitié des hommes, se décider à prendre 2 femmes pour être au moins polygame, il n'y aurait pas suffisamment de femmes pour tous ces hommes. Donc là n'est pas la raison. Deuxièmement, j'ai suivi maître qui a parlé d'une certaine pitié. C'est très beau, la pitié lorsque cela vous avantage. Parce qu'en réalité, ces femmes, dans la société traditionnelle, où la polygamie avait tout son sens, je vais expliquer pourquoi, ces femmes étaient une main-d'œuvre bon marché. Absolument. Bon marché pour monsieur. Ce n'était pas de la pitié. C'était une certaine considération que lui conférait la polygamie. Et quand les étrangers venaient dans le village, le monsieur polygame, sous certaines contrées, pouvait même affecter la plus jeune des femmes à ce monsieur de passage pour honorer son hôte. Ce n'était pas de la pitié, c'était une main-d'œuvre à bon marché. Ces femmes allaient au champ, ramenaient des vivres, vendaient, et c'est monsieur qui capitalisait tout. Oui, mais ça, Mais la pratique a toujours existé dans nos sociétés. Mais vous savez, même dans les sociétés traditionnelles, il y a eu un temps où la polygamie
était accepté par nos mamans. Il était accepté sous certaines conditions. Lorsque la première épouse, ou même la deuxième, sentait qu'elle n'était pas suffisamment forte pour supporter tout le poids du ménage, elle accédait à la demande du mari, ou parfois même on faisait la demande pour avoir une petite sœur qui venait dans le ménage. Et elle-même pouvait même apporter de la boisson à cette jeune dame. Et quand la jeune dame intégrait le foyer conjugal, cette première femme était une grande sœur. Et la polygamie a pu être mieux supportée dans ces sociétés traditionnelles parce qu'il y avait aussi le respect qui était dû à la première épouse, ce qui n'est plus le cas maintenant. Ça, c'est le problème de comportement et d'organisation, certainement. Mais ça n'enlève en rien la pratique. La pratique, je ne l'ai pas. Je n'ai pas dit qu'elle est abolie. Elle a existé et elle continue d'exister. Okay. Au moins, pour une fois, vous allez... Et sur ce point précis, j'aimerais ajouter, j'aimerais abonder dans le même sens que Mme Kébi, pour dire effectivement, je suis bien aise d'entendre Maître Jolani dire qu'il est défenseur des droits de l'homme, mais les droits humains, c'est évolutif, mon cher maître. Donc, il est évident que si, à un moment donné, c'est un système qui pouvait arranger tout le monde, mais aujourd'hui, il est difficile de vivre en paix dans un régime de polygamie. Vous savez, dans les sociétés traditionnelles... Madame, qu'est-ce que vous entendez vivre en paix dans un système de polygamie? Parce que même dans un système monogame, je crois qu'il y a des fois des hommes qui quittent la maison pour aller se retrouver... non, mais vous m'interrompez là, monsieur Sonny. Enfin, donc, ce que je voulais dire, Madame Kébi a fait ressortir tout à l'heure l'aspect économique. Et cette main-d'œuvre à bon marché, en fait, c'est ça l'aspect économique. Dans certains villages, lorsqu'un homme avait autant de femmes, effectivement, ces femmes pouvaient travailler dans plusieurs champs et ce monsieur bâtissait finalement sa fortune en utilisant à bon marché la force de travail de ces femmes. Et généralement, même si on était en polygamie, ces femmes ne vivaient pas dans la même case. Il y avait dans les villages une case au centre, et tout autour gravitaient les cases de toutes les autres coépouses. Et comme les épouses entre elles avaient finalement des relations affectueuses, des relations fraternelles, donc il s'ensuivait que les relations qui existaient entre les enfants nés de toutes ces femmes étaient des relations également fraternelles. Et les enfants pouvaient aller manger d'une case à l'autre sans que cela ne puisse poser problème. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord pour dire que ce n'est plus possible de vivre de cette manière. Mais qu'est-ce qui rend cette situation difficile, maître? Maître va répondre. Parce que, oui, j'ai vu que les deux femmes sont montées au créneau pour s'en prendre à la pitié dont vous avez exprimé gentiment auprès des femmes. Mais bon, je n'ai pas parlé seulement de la pitié, j'ai parlé de la solidarité, j'ai parlé de l'humanisme. Mais puisque c'était dans un contexte historique, je n'avais pas fini de développer la marge évolutive de ce phénomène du point de vue social ou sociologique. Effectivement, la période à laquelle les ont fait allusion, mais c'est une période qui était bien fixe et qui était bien connue, la période patriarcale, qui faisait que les femmes étaient rangées du même côté que les enfants, au point où, effectivement, la personne qui s'entourait de plusieurs épouses ont tiré du point de vue économique un certain profit parce que ces dernières se livraient, n'est-ce pas, à des travaux champêtres, des travaux de tout genre. Et à ce niveau, lorsqu'il y a eu la mécanisation, ou tout au moins la modernisation des moyens de production, effectivement, le phénomène avait tendance, pas à disparaître, mais à devenir de plus en plus moins important. Et finalement, la polygamie s'était réduite presque à une sorte d'apanage de richesse, un privilège des riches, des hommes forts. C'était un symbole
d'autorité. Mais lorsqu'on fait allusion à la Bible, là aussi, moi, je repars dans l'universalité. La Bible, lorsque nous évoquons le concept de Dieu, n'est pas le seul livre de chevet pour toutes les croyances religieuses. Tout à fait. Le Coran. L'islam autorise la polygamie. On autorise la polygamie. Je crois que je peux... On va les mettre d'accord. Qu'il l'appelle Allah ou Dieu, mais on parle de Dieu. Et en ce moment-là, dans le Coran, il est dit que vous pouvez aller, vous prendre en mariage 1, 2, 3, 4 épouses, mais la condition posée, effectivement, c'est la condition de l'équité, pourvu que vous soyez juste avec toutes les femmes. Je vais lire. C'est toujours relativement possible. Oui, je vais lire cette sourate-là, je crois que c'est la sourate 4, verset 3, si je ne me trompe pas. L'islam autorise la polygamie pour plusieurs raisons, dont s'occuper de femmes délaissées et veuves qui ne trouvent d'issue à leur situation. Cependant, elle est soumise à une condition, celle d'être équitable et juste avec toutes ces femmes. On ne s'est pas concerté. Merci. Non, on ne s'est pas concerté, mais on prend le temps de notes. Avant, vous allez répondre finalement. Il n'y a pas de contradiction. En vérité, la polygamie d'abord, ce n'est pas un péché, premièrement. Moi, je suis serviteur de Dieu. C'est vrai que Madame Milani dit qu'elle est étonnée de m'écouter dire pareille chose. Vous savez que le Seigneur Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La polygamie n'est pas un péché. Parce que le péché, c'est ce qui nous conduit en enfer. Le péché, c'est la transgression de la loi. Nulle part de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu défend la polygamie. Ensuite, lorsque Madame dit que Jésus nous ramène au commencement. Ok, mais quand Jésus nous ramène au commencement, c'est la Genèse. La Genèse, c'est le premier livre du Testament. Or, la Genèse, selon Hébreu, selon le texte hébreu, la Genèse, c'est le commencement. Selon le texte grec, la Genèse, c'est l'origine. Mais la Genèse compte 50 chapitres. Donc, c'est tout le livre de la Genèse, du premier chapitre au 50 chapitre, au 50e chapitre, qui est le commencement. Et c'est là-bas où Abraham, Isaac, Jacob ont vécu. Et vous remarquerez, par exemple, dans Exode chapitre 3, verset 15, Dieu dit à Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ça mon nom de génération en génération, pour des siècles et des siècles. » Est-ce que vous voyez? Et Jacob, qui était un polygame, 2 femmes et 2 concubines. Ok. Il s'appelait Jacob, mais un jour, Dieu lui donna le nom d'Israël, un nom prophétique, un nom historique. Israël, elle, c'est le mot hébreu qui veut dire Dieu. Le reste du mot Israël, pour les Hébreux, représente la lutte, la force. Donc Israël veut dire que Dieu se montre fort. Et même aujourd'hui, tous les pasteurs qui s'opposent à la polygamie, ils sont contre Dieu. Parce qu'ils prêchent David, ils prêchent Israël, ils prêchent Abraham. Il était polygame. Dans Acte 13, verset 22, Dieu dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et quand vous voyez la généalogie de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 1, verset 1, il est dit, Jésus, fils de David. David était un polygame. Et quand Jésus arrive dans Matthieu 10, il déclare quoi? Il dit aux apôtres qui étaient 12 apôtres qui représentent les 12 tribus d'Israël dans la polygamie. Il dit, n'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc quand Jésus nous ramène au commencement, il veut tout simplement nous ramener au temps de la grâce. Parce que dans la Genèse, c'est la liberté. Or, la liberté, c'est la grâce. C'est-à-dire, faveur imméritée dont la valeur dépend de celui qui l'accepte. Je vais détendre un peu l'atmosphère. Nous allons partir à la régie pour voir demi-dieu comment est-ce qu'il se comporte avec ces 4 femmes. Parce que si on va pas s'en sortir, au moins là, on va détendre un peu. Mais finalement, si notre ami Sam est calé, il peut nous envoyer ce film qui a défrayé un peu la chronique, Balle poussière, demi-dieu, qui vient annoncer à ses 4 co-épouses déjà, qui va en avoir une cinquième, une toute jeune. Et comme quoi, qui va acheter des sacs de gingembre. On n'a jamais arrêté le progrès. Sam, si vous êtes prêts, balancez-nous la sauce. Bien, je vous ai réunis aujourd'hui pour vous dire que je suis vraiment fier de vous. Et je sais que vous aussi, vous êtes fiers de moi. J'ai à présent 5 épouses
Un homme digne de ce nom doit en avoir plusieurs. Et Dieu merci, elles sont toutes adorables. Alors, j'ai décidé de prendre une 6e épouse. Quoi? Personne n'a rien à dire? Moi, si. Quand tu m'as demandé en mariage, tu avais 3 femmes. Oui. Et tu m'as dit que l'homme doit avoir 4 épouses. Une pour multiplier la famille, une pour entretenir la concession, une belle femme pour remplir l'homme d'orgueil, et une dernière pour être aimée. Oui. Et celle-là, c'était moi. Après ça, tu as pris une 5e Nyang, qui est aujourd'hui la favorite. Et maintenant, tu veux prendre une 6e. Mais pourquoi faire? Pour faire des enfants? Eh bien, nous en avons toutes. Pour être belles, nous le sommes toutes. Alors? Ça ne te suffit pas, 5 femmes? Bon, ben, laisse-le faire. On verra après. La semaine se compose de 7 jours. Ainsi, avec 6 épouses, eh bien, je réserverai une nuit à chacune. Et le 7e jour sera réservé à celle qui aura su se faire remarquer pendant la semaine. C'est une bonne politique, ça, non? Non. Ah. Parce que tu t'arrangeras toujours pour mettre dans ton lit celle que tu veux. Mais non, tout va changer maintenant. Tout changera. Ça changera parce que il n'y aura plus de favorite qui passera 4 nuits de suite dans mon lit. Et puisque vous vous montrez compréhensive, j'offrirai demain à chacune d'entre vous 5 beaux pagnes. Je pense que vous n'avez plus rien à dire. Ben, donc la réunion est finie. Tu n'es pas contente de nous revoir, hein? Tu n'es pas contente. Et puis, quand je... Et je crois que vous avez vu un peu cet extrait qui nous a fait tous rire sur le plateau. Madame Kébi, je vous ai entendu dire, c'est la chosification. Hein? Vous êtes d'accord, donc je vais vous donner, je vais vous acheter des pannes pour que vous puissiez accepter. Finalement, c'est la contrainte finalement. J'ai parlé plutôt d'achat de conscience. D'achat de conscience. Oui, achat de conscience. Évidemment, on vous inonde de matériel. Le cadeau. Pour vous empêcher de pouvoir dire non. Vous exprimer véritablement. C'est un achat de conscience. Mais en fait, la liberté est laissée à chacune de nous d'accepter et de ne pas accepter. Chacun, il n'y a pas de contrainte, vous pouvez dire non, je refuse. Madame Milando, la liberté nous est accordée de dire oui, nous acceptons la polygamie. Ah oui, tout à fait. Alors, le législateur donne à chacun de nous, à chaque citoyen, la possibilité de lever cette option. Parce que le principe, c'est que nous soyons mariés, que dans des régimes monogamiques. Mais le législateur, sachant qu'il y a les durs de cœur et ceux qui veulent s'entourer de 1001 femmes, on a donc laissé la possibilité à ceux-là de pouvoir épouser plusieurs épouses. Et on a donné la possibilité également aux femmes d'accepter ou de refuser. Maintenant, le problème, c'est de savoir pourquoi elles acceptent. C'est la question. Pourquoi acceptent-elles? Est-ce que c'est d'un point de vue matériel? Est-ce que c'est parce que matériellement, elles en sont dépourvues qu'elles acceptent cet état? Ou tout simplement parce que, on peut aussi dire, par amour, maître. Est-ce qu'on peut aimer d'être la femme d'un polygame qui a déjà 5 coépouses sous son toit? Ben, merci. Je pense que, puisqu'on a parlé du législateur, et d'ailleurs, lorsque vous voyez la rédaction de certains articles ou certaines dispositions du Code de la famille, le législateur, effectivement, a été, je ne dirais pas malicieux,
mais suffisamment prudent. Parce que lorsqu'il s'agit de définir les deux options, monogamique et polygamique, le législateur écrit dans le Code de la famille le régime, la monogamie est le régime de droit commun. Point. Et mais en bas, il ajoute toutefois, l'article 121, et toutefois, les époux peuvent opter, ou l'époux peut opter pour la polygamie sous certaines conditions posées à l'article 136. Donc, le législateur également privilégie la monogamie, mais laisse la possibilité par respect pour la liberté de chacun d'opter pour la polygamie. Donc, à ce titre, ma foi, on peut ou ne pas être d'accord, mais comme je l'avais dit au début, nul ne peut être empêché de faire ce que la loi n'interdit pas. Madame Kébi, 50 pays, j'ai lu dans les statistiques, prônent la polygamie. Hein, le Congo y fait partie aussi, hein, puisque là, on vient de le dire. Et pour la plupart, ce sont soit des pays musulmans et puis ceux de l'Arabie, enfin du Golfe Persique. Est-ce que finalement, la liberté qui est accordée à l'un ou à l'autre de choisir tel ou tel statut, comment expliquer que les gens ne puissent pas saisir cette opportunité pour dire non? Les raisons peuvent être diverses. Je vais prendre tout d'abord le premier cas qui est évoqué dans le Code de la famille. C'est le cas des époux initialement mariés sous une option monogamique et qui, après, de commun accord, décident de s'ouvrir à la polygamie. L'homme peut le faire avec l'accord de la femme, encore que je pense que parfois cet accord peut être obtenu par contrainte, une contrainte morale. Parce que tu te trouves devant un dilemme. Soit je dis oui et monsieur épouse une deuxième femme, soit je dis non. Et alors, alors on va au divorce et puis il va épouser une deuxième femme. Donc le moindre mal serait peut-être que j'accepte. Donc l'accord est donné, c'est un accord entre guillemets, vous subissez effectivement cette polygamie. On a d'autres cas, et ce sont les cas de ces épouses qui arrivent dans un ménage où il y a déjà une, deux, trois femmes. Pourquoi? Les raisons sont nombreuses. Ça peut être des raisons économiques, peut-être aussi qu'elles sont véritablement amoureuses, ou tout simplement qu'elles ont peur de vivre seules dans la société, parce que le statut de célibataire pour une femme d'un certain âge est généralement mal vu dans nos sociétés. Et alors, autant mieux se mettre en ménage. Mais on l'a dit tout à l'heure, c'est le choix qui est laissé à chacun de nous. Tant qu'il y aura des femmes qui accepteront d'être dans des conditions de polygamie, et la polygamie persistera. Mais si toutes les femmes ne veulent plus de la polygamie, il n'y en aura plus, combien même les hommes désireront en avoir plusieurs. Monsieur le prophète, merci. Pardon, juste, la Bible, je crois, et même les Saintes Écritures interdisent l'adultère. Le fait déjà d'aller voir ailleurs, on pose un acte adultérien. Alors, comment expliquer que vous soyez adepte de la polygamie, sachant que vous êtes astreinte à n'aimer qu'une seule femme, à ne pas la tromper, à être fidèle finalement? Merci bien, M. Soni. L'adultère, c'est un péché. Parce que c'est... même regarder une femme, la regarder, désir. Oui, c'est vrai. Mais il est aussi écrit que ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Je disais donc tantôt que l'adultère est un péché. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Tout à fait. Mais la polygamie n'est pas un péché. Aujourd'hui, je voulais parler sur Israël. Non, mais l'adultère est un péché, la polygamie n'est pas un péché. Non, parce que tout à l'heure, madame, quand on fait le pas d'aller vers une autre, c'est qu'on trompe celle qui est là. Non, pas du tout. Non, pardon. Vous savez, dans les Saintes Écritures, pas très bien, dans les Saintes Écritures, on peut avoir une contradiction entre le fait que vous puissiez considérer l'adultère comme un péché et tolérer la polygamie. C'est deux choses différentes. Ah, ok. Expliquez-moi un peu. L'adultère, c'est la transgression de la loi. L'adultère, c'est fait à l'interdit. Ok.
Maintenant, la polygamie, c'est que vous voulez épouser votre seconde femme ou votre 10e femme ou votre 100e femme, tout dépend que de vous. J'aimerais dire que mon but ici, c'est pas pousser les hommes à être polygames. Non. Je voulais tout simplement souligner que ça existe. C'est vrai que nous avons des amis serviteurs de Dieu qui condamnent cela, mais ils sont contraires, ils vont à la contre de la volonté parfaite de Dieu. Je prends un exemple. Vous savez que le jour que Jacob, qui était devenu plus tard Israël, lorsqu'il a aimé sa femme, la femme qu'il voulait épouser, la femme de son cœur, dont il était tombé amoureux, comme on dit, c'était Rachel. C'était pas Léa. Mais la nuit de noces, en lui donnant la sœur aînée, Léa. Mais où était Dieu pour lui dire, non, ne touche pas cette femme, c'est pas celle que tu as épousée. C'est le matin, après l'acte, qu'il s'est rendu compte que c'est pas la femme qu'il devait épouser. Il voit le beau-père, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, non, chez nous, la coutume ne veut pas que la cadette se marie avant l'aîné. Ok, vous remarquez que Dieu a accepté cela. Et cela venait de Dieu. Parce que les Saintes Écritures déclarent dans Ruth chapitre 4 verset 11 que Léa et Rachel furent les deux femmes qui ont bâti la maison d'Israël. Et ce livre que nous appelons le Testament, que tous les chrétiens qui nous suivent ce soir savent que de la Genèse à l'Apocalypse, on parle d'Israël. Et Dieu est le Dieu d'Israël. C'est le nouveau nom du patriarche Jacob. Oui, vous avez dit ça. Ça, c'est la dernière fois que vous répétez. Non, c'est pour que vous compreniez qu'aujourd'hui, dans les Saintes Écritures, même Jésus-Christ, notre Seigneur Receveur, dans Matthieu chapitre 25, parce que tout à l'heure, madame qui dit, non, je parle de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est l'autre chose à venir. Dans les évangiles, Matthieu chapitre 25, la parabole est 10 vierges. Les uns diront, non, c'est seulement une parabole. Ok, mais une parabole, c'est quoi? C'est une image tirée dans la vie courante, servant à illustrer un enseignement et une vérité. Et Jésus, notre Seigneur, parlait toujours en parabole. Dans Marc chapitre 4, verset 34, il est dit, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Et moi, je suis disciple du Seigneur. C'est ainsi que vous remarquerez, dans les critères pour que quelqu'un soit évêque ou diacre, Paul, l'apôtre Paul, qui est l'apôtre de l'Église, il établit les critères. Il dit que si quelqu'un veut être diacre ou ancien, il doit être mari d'une seule femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'Église primitive, il y avait bel et bien des hommes qui étaient maris de plusieurs femmes. Donc, étant donné que tous les hommes ne pouvaient pas être diacres ou anciens, c'est pourquoi il fallait établir des critères. Et ces critères-là, c'est seulement pour être diacre. Est-ce que vous voyez? Mais ainsi donc, quand vous lisez les Écritures, Romains chapitre 11, verset 26, Dieu dit tout Israël sera sauvé. Je comprends que la polygamie est tolérée. C'est une pratique qui est même encouragée par... C'est même un problème d'opinion. Il est dit, ne discutez pas sur les opinions. Celui qui veut être polygame, il est polygame, c'est pas un péché. Celui qui veut être monogame, il reste monogame. Si je comprends bien, c'est toléré, c'est encouragé. C'est une pratique qui n'est pas à bannir. Pas du tout, parce que c'est même la volonté parfaite et souveraine de Dieu. C'est grâce à ça que nous avons Israël aujourd'hui. Je vous ai pris l'exemple de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Excusez-moi. Oui, c'est vrai, je sais que mes sœurs sont dans une position difficile parce qu'elles voient leur intérêt, leurs intérêts être menacés. Mais ce que je dis, c'est la vérité. Pardon. C'est l'antéchrist. Non, c'est pas l'antéchrist. On va revenir. Non, j'aimerais dire ceci. On ne peut pas laisser passer autant d'aberrations au nom de Jésus. On ne peut pas passer autant d'aberrations au nom de Jésus. Ce n'est pas un péché. Je proteste. Et j'en profite, M. Soni, pour poser la question suivante à M. Zekele. Est-ce qu'à ce moment-là, il accorderait la bénédiction nuptiale à combien de femmes? Autant en tant de que femmes, serviteur de Dieu. Je prends l'exemple de moi-même. Là où je suis, je peux épouser autant de femmes que je veux. Je sais que ce n'est pas un péché. Regardez, je prends l'exemple pour dire à Mme Landou, parce qu'elle est chrétienne, je voulais la ramener dans la lumière des Saintes Écritures, le Nombre chapitre 12. Que la lumière, elle a déjà... Elle apprécie dans sa façon. Vous permettez, moi je reviens sur l'adultère. Je laisse d'abord Mme Kébi réagir, parce que tout à l'heure, là, elle s'en met tressaillir avec les propos du prophète. Et juste avoir la relation entre l'adultère et... L'adultère, c'est un péché, la polygamie, c'est un mariage. C'est un péché. Dans les Saintes Écritures, c'est reconnu, c'est même abject. Hein, tu ne convoiteras pas, tu ne regarderas pas une femme avec convoité sur bien un homme. Ça veut dire que tu auras déjà commis, même sans passer l'acte, tu auras déjà commis cet acte qui est considéré comme le péché. Mais, non, là c'est faux. Ça, c'est faux. Non, mais c'est dans les Écritures. Non, c'est faux, c'est faux. Parce que dans 2 Samuel, chapitre 12, Dieu dit ceci à David. Laissez M. Soni conduire les débats. Voilà, je ne maîtrise pas les versets. Tu sais pourquoi vous devez m'accorder la parole en tant que prophète de Dieu, porte-parole de l'Éternel. Voilà, merci. Non, Madame Kébi voulait réagir là-dessus. Oui. Voilà. Je voudrais tout simplement... Tout à l'heure, je vous ai dit, M. Soni, s'il faut faire un débat théologique sur la Bible,
choisissez un autre moment, mais pas celui-ci, autrement on va vraiment s'écarter de Tout à notre fait. sujet. Tout à fait. Mais je ne pourrais pas admettre que Monsieur le prophète dise que la polygamie entre dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Volonté permissive, Oui, ok. peut-être. Mais Donc, c'est volonté parfaite, Non. non. Que dites-vous Oui. de ce que j'avais relevé tout à l'heure? Oui. Dieu les créa hommes et femmes. Ok. Il les fit hommes et femmes Ok. et que personne ne sépare. Je n'ai pas fini. Deuxièmement, vous avez parlé de la nomination des anciens, des diacres. Oui. Pourquoi donc ne pas choisir un polygame pour diriger Ok, l'Église? merci. Un diacre et un ancien, pour répondre à la deuxième question, n'est pas ministre de la parole. Il est établi par le pasteur. Or, le pasteur, il reçoit le ministère de Dieu. Ça, c'est le 1. Secondo, pour répondre à la première question, quand Dieu dit homme et femme, en grec, le mot parole a deux termes différents. Il a logos et rhéma. Le logos, c'est la connaissance générale de la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Ça ne sauve pas. Ensuite, il y a le rhéma, qui est la parole précise dans la révélation. Une parole précise que Dieu donne à une personne précise, qui est une situation précise ou particulière. Ok, dans Genèse 2:18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'accord? C'est ainsi qu'il y a l'homme et la femme. Or, vous remarquez que Dieu a donné à Paul et Barnabas le don de célibat. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul révèle, dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 7, que chacun de nous, il dit bien, j'aimerais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun de nous tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière et l'autre d'une autre. Vous comprenez? Donc, quand il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à ses femmes, c'est une expression qui montre tout simplement l'attachement de l'homme et de la femme. Mais quand je pousse une seconde femme, je deviens aussi une seule chair. Non, pas du tout. Écoutez, je vous dis ceci, je prends un exemple. Il est dit ceci, par exemple, dans 2 Samuel chapitre 1, vous remarquerez, pour l'édification des téléspectateurs et de madame, puisqu'elle est chrétienne, moi je suis serviteur de Dieu, je veux donc qu'elle soit affranchie. Je veux apporter la lumière. C'est votre opinion, on ne peut pas discuter là-dessus, c'est pas un péché. Ce qui est important, je vais revenir sur... ce n'est pas un péché la polygamie. C'est un autre débat. On peut prendre un exemple parfait. On peut prendre un exemple parfait. Vous permettez, merci. Monsieur le prophète, de revenir à la question initiale parce que derrière, il y a surtout quelque chose. Maître, Oui. l'adultère. Maître est perdu là. Non. Lorsque Maître entend ces développements sur la base de ces développements théologiques, Oui, mais... ayant pour base la parole de Dieu, je suis il est perdu. je suis très attentif. Je suis très attentif. Je crois que toutes les opinions s'expriment. Et même lucide. Cependant, je dis qu'il est difficile de faire aboutir à bon escient ce thème qui relève d'abord de notre sociologie, de notre culture, mais aussi de notre législation, à partir de l'interprétation de la parole de Dieu, quand on sait que la parole de Dieu parfois est directe, parfois indirecte, il s'agit parfois de paraboles, parfois c'est des paraboles qui sont tout à fait énigmatiques. Donc l'interprétation humaine peut déformer la pensée profonde de Dieu. C'est ça la difficulté, c'est pourquoi je n'ose pas m'embarquer, bien que je sois chrétien. Cependant, pour ce qui est de la question de la l'adultère, effectivement c'est une question pertinente. Mais il faut faire la différence entre l'homme qui s'est déjà engagé dans un mariage monogamique et qui cherche à contracter un autre mariage. Mais la loi pose des conditions. Il peut le faire. En ce moment-là, il y a changement, il y a modification de régime, de l'option. Cependant, avec le consentement de la première épouse. Mais ce consentement vient donc donner en quelque sorte le caractère légal de la nouvelle union, puisque c'est avec son consentement. Donc l'adultère en ce moment-là ne s'explique plus. Mais comme l'avait dit également Madame la Présidente, Madame Melandou, mais il faut remplir des conditions de légalité. Il faut le faire devant l'officier de l'état civil. En ce moment-là, on ne peut plus parler de l'adultère. Mais pour ce qui est du Congo, je parle bien du cas de notre pays, eh bien malheureusement, c'est dommage de le répéter souvent, mais l'adultère, là aussi peut-être parce que le principe de la parité n'était pas encore de mise, ce sont les hommes qui décidaient de toutes ces lois. Eh bien, le code pénal, par exemple, ne prévoit pas l'adultère pour l'homme. Donc, à ce titre,
que vous ayez une deuxième épouse sans avoir rompu le premier lien matrimonial, l'homme ne sera pas poursuivi pour adultère comme tel. Donc il y a toutes ces subtilités juridiques qui relèvent de l'égoïsme peut-être phallocratique, c'est-à-dire de l'homme. Mais ce qui fait la discrimination, mais malheureusement, la loi c'est la loi. Parce qu'il est dit, puisque nous sommes en présence d'un prophète, il est dit, ce qui est arrêté sur terre est également arrêté dans les cieux. Amen. Lorsque l'homme de Dieu de l'adultère parle de péché, les juristes parlent de relations extra-conjugales. Alors finalement, ce sont ces relations extra-conjugales qui poussent l'homme à aller vers une autre femme. Mais qu'en est-il pour une femme quand elle va ailleurs, ou quand elle trompe son mari finalement? Mais selon la loi, la femme est... Elle est répudiée. Elle est coupable de la Donc l'adultère n'est réservé retenu contre la femme. Bon. Par contre, l'homme, dans ce cas, plus ou moins similaire, peut-être poursuivi. Imaginez que deux femmes, ça veut dire on a des looks, vous avez des salaires, il faut faire ceci, il faut tout. Pour moi, je me dis toujours, c'est une très mauvaise chose. Ah d'accord, mais certainement, il y a une habitude qui s'installe pour le Congolais, deuxième bureau. Non, mais s'ils pensent que cette habitude, elle est normale, peut-être pour eux, mais par contre, moi, je m'oppose à cela. Je m'oppose à cette habitude. Je me dis, non, c'est une très mauvaise habitude. Merci beaucoup. Bonjour. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Bon, les deux, hein. Je peux être pour et je peux être contre, ça dépend. Ça dépend de quoi pour vous? Mais bon, on ne peut pas condamner, ceux qui sont polygames. On ne sait pas pourquoi ils le sont. Mais bon, pour une femme que je suis, c'est quand même une mauvaise chose. Surtout si je suis en première position et que mon mari prend une deuxième femme, je ne serais pas d'accord. Alors là, je serais contre la polygamie. Mais bon. Et si vous vous retrouvez en situation de deuxième bureau? Si je me retrouve en situation de deuxième bureau, c'est là où je soutiendrai. C'est parce que, bon, par rapport à ma situation, mais au général, pour les femmes, c'est une mauvaise chose. Merci beaucoup. Je suis pour la polygamie parce que, vous savez, hein, statistiquement, c'est prouvé. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, moi, je préférerais la polygamie. Jadis, nos parents vivaient en polygamie. Hein. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de sida. Pour faire la polygamie, là, il y a transparence. Si vous êtes deux à la maison, vous saurez comment gérer l'homme. Oui, je n'en disconviens pas. Je suis une femme. En Afrique de l'Ouest, c'est comme ça que ça se fait. Même une jeune fille de 15 ans est prête à aller dans un foyer où il y a 3 ou 4 femmes. L'essentiel est qu'il y ait la transparence dans le foyer. En fait, en disant ceci, d'autres personnes me traiteront peut-être de perverse, mais je dis ça en connaissance de cause. Parce que, vous savez, hein, il y a longtemps, il n'y avait pas le sida, mais les gens vivaient en polygamie. Il y avait des foyers avec 2 femmes à la maison, 3, 4 femmes. Il n'y avait pas le sida, ils savaient bien vivre. Et les enfants s'aimaient. Mais aujourd'hui, pourquoi... Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. En fait, en tant que Congolais, que pensez-vous de la polygamie? La polygamie pour vous, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Eh bien, c'est une question très capitale, entrant dans la vie courante de tous les êtres humains. La polygamie, bien qu'elle soit une réalité ancestrale, mais à mon avis, je pense que la polygamie n'est pas vraiment, comment dirais-je, n'est pas permis parce que, bibliquement parlant, il est évident que l'homme soit seul avec une seule femme. Voyez-vous, il est écrit dans la Bible que l'homme quittera ses parents, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc il est évident que l'homme ne peut pas avoir plusieurs femmes au même moment. Aussi bien que la femme, bien sûr. C'est une question qui aborde plusieurs aspects dans la vie sociale, économique et d'ordre. Donc, voyez-vous un peu, donc, à mon avis, c'est pas vraiment autorisé pour moi.
Et que dites-vous du fait qu'aujourd'hui, le code de la famille congolais est autorisé la polygamie et qu'un Congolais puisse avoir jusqu'à 4 femmes? Que dites-vous? Vous pensez que c'est une décision injuste, une loi injuste? Eh bien, que dirais-je? Le monde va de soi. Hein? Nous sommes au temps de nous vivons au rythme de la mondialisation. Les choses au fil des temps changent et on ne peut que s'y conformer. Maintenant, qui trouve bon de se marier avec plusieurs femmes, plusieurs hommes? Ça, c'est selon sa conception. Mais selon moi, à mon avis, je dis que vraiment, je peux pas vraiment aimer la polygamie. Merci beaucoup, monsieur. Nous revenons à l'antenne pour voir à peu près les avis de quelques compatriotes sur la polygamie. Et je suis en train de voir de l'autre côté que beaucoup de nos compatriotes sont en train de réagir énormément. Ils sont en train de téléphoner. Il faut qu'ils sachent que nous sommes en direct et ils peuvent intervenir. Nous allons faire un petit tour de table, le temps de laisser... Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci, monsieur. Je suis le pasteur Ezekiel et je vais intervenir dans notre émission. Allez-y. Je vais simplement vous dire, je suis très déçu d'écouter ainsi le prophète de cette génération, selon lui, d'appuyer la polygamie, de cette notion. Quand je vois les deux dames, surtout celle qui est habillée en blanc là, c'est une maman. Il n'a pas posé. C'est une maman. Non, il n'a même pas posé de questions. Donc, non, je pas la peine de répondre. Il est tout simplement. Non, il est toujours là. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allez-y, vous êtes en antenne. Le match présente l'appel de Catherine Lambio. Ah. Ouais, donc, au fait, je voulais seulement apprécier les propos de Maître Njolani. Et pourquoi nous, on a un défaut, hein, nous les Africains, et ce sont écrits noir sur blanc. Donc, si la loi ne décrit pas la polygamie, en ce moment-là, l'homme est libre de prendre plusieurs femmes, puisque ce n'est pas interdit par la loi. Or, si c'était interdit, en ce moment, on peut condamner. Pour ce que dit le prophète, la Bible Ézéchiel. Un jour, vous pouvez trouver un autre homme de Dieu, parce que lui a toujours déclaré cela. Mais non. Les choses sont les juristes. Lui, c'est un prophète. À Brazzaville, on a plusieurs pasteurs. Vous pouvez chercher un pasteur pour faire face à la Bible. C'est que peut-être ce qu'il lui dit là que c'est vrai. Allô? Oui, bonsoir. Après. Bonsoir. Vous êtes à l'antenne? Oui, bon, je peux parler? Allez-y, monsieur. Bon, d'abord, je condamne l'animateur de l'émission. Merci. Il anime l'émission sans les polygames. Je pense que le journaliste devait inviter les polygames, les femmes deuxième bureau, les célibataires. Parce que comme ça, le débat était réel. Alors, il invite les gens qui ne sont pas dans le système. Donc, il y a déjà une tricherie. Bon, je vois l'avocat, je vois le pasteur, mais si nous remontons dans la Bible, dans la Bible, on dit « multipliez-vous ». Mais Adam et Ève n'étaient que deux. Mais ils se sont multipliés. Ils étaient comment, là? Voilà, repartons dans la Bible. Adam, maintenant nous sommes des milliards, mais Adam et Ève. Merci. Je pense que on ne va pas répondre à nos interlocuteurs, mais le débat a été posé, la thématique avait été déjà donnée. Malheureusement, nous n'avons pas eu des gens pour venir soutenir la thèse contraire.
Nous voulons juste poser la question de savoir si la polygamie était à bannir. Allô? Oui, vous êtes en antenne, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. On vous écoute, monsieur. Bonsoir. Je salue Maître Giovanni, je salue Madame Kebi. Je suis Richard Rossa, mari de Maître Michel. Je suis très heureux d'entendre les propos de Madame Kebi, de Maître Giovanni. J'aimerais bien préciser au révérend pasteur, je ne sais pas s'il est pasteur, et que n'avons-nous pas le courage de prendre position sur ce qui est négatif que de nous éterniser sur des choses qui en réalité encourageraient le peuple dans la déperdition. La Bible, comme toute autre chose, c'est un bouquin écrit par ceux qui en comprennent, puisque moi-même je suis chrétien. La pensée de Dieu telle que Maître Giovanni dit dépend d'une certaine interprétation. Et quand on appelle l'interprétation, il y a le niveau de connaissance parfois donné à des personnes qui n'arrivent même pas à déchiffrer les proverbes qu'il y a là-dedans, les énigmes. Et je suis très gêné que ce soit, vous voyez la dame qui est là, c'est une grande juriste, vous avez un grand juriste comme Maître Giovanni, et quand c'est les beaux-gars qui sortent comme ça devant nous autres aussi, c'est pas sérieux comme ça là, lorsque ça sort d'un homme de Dieu. Nous pensons que lorsqu'il y a quelque chose, on prend plutôt position. La question c'est, est-ce que la polygamie est-elle bonne ou non? Si depuis longtemps on la pratique, est-ce que n'arrivons-nous pas à condamner cela ou à accepter cela? Ce serait ce genre de débat qu'il faille animer, que d'encourager, d'aller loin, surtout que je viens encore de voir à l'image, on nous parle de la mondialisation, mais je me dis, mais Madame Kebi a des problèmes à entendre au Maître Giovanni, les juristes qui sont là. Donc prenons plutôt des positions devant des faits qui parfois n'arrivent pas à nous aider dans la société, surtout pour les générations à venir. Voilà ce que je vous ferai dire. Si on peut prendre position pour que le droit congolais aussi apporte quelque chose de nouveau. Merci. Merci. Voilà une contribution. Enfin, comme toutes les autres, ça sont des contributions. Bonsoir, excusez-moi. On va donner quand même la possibilité aux uns aux autres de répondre aussi à ces questionnements, mais nous allons donner la parole à ceux qui n'ont pas intervenu de parler. Allez-y, on vous écoute. Enfin, je vous en prie, je suis monsieur Alfred Ambélé, je vous appelle de Dalanaï. Ah, bonsoir. Mais je crois que, bonsoir, je crois que il y a une demoiselle là parmi... ce sont toutes les dames. Vous avez interrogé à la télé quand votre entente passait. Oui. Je crois que la personne là, la femme là a dit quelque chose d'important. Dès lors qu'il y avait la polygamie qui était encouragée dans notre société traditionnelle, il n'y avait pas de sida. Aujourd'hui, partout dans le monde, nous parlons du sida. Il y a des séminaires qui sont partout dans le monde par rapport au sida. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette société-là, quelque part, avait raison? Donc, ne serait-ce pas cet aspect des choses, là, à la télé, tel que l'émission passe, vous avez des juristes qui sont là, les dames, j'en passe et tout, qui sont là, savent très bien, pertinemment, que aujourd'hui, partout, nous tenons des séminaires par rapport au sida. Mais dans cette société qui était dans la polygamie, il n'y avait pas de sida. Voilà. Bon. Ça, c'est si une autre problématique qui arrive, une façon de nous culpabiliser pour dire que non, bon, vous êtes en train de mener un combat contre la polygamie, alors vous savez que la polygamie essaie de nous protéger contre le sida. Mais nous allons, par rapport aux interventions de tous ceux qui sont passés en antenne, repréciser que le thème de ce soir, c'était de savoir si la polygamie était un mal nécessaire, dans la mesure où on la pratique encore. Il y a des gens qui y vivent, et certainement qui vivent bien de cette pratique, et si c'était une pratique à bannir, voyez-vous. Donc la problématique que nous posons ici,
pouvait interpeller ceux qui vivent la situation de polygame et ceux qui ne la vivent pas. Les juristes qui sont ici, on n'a pas demandé aux uns aux autres quels sont leurs statuts, mais certainement ce sont les réflexions qui nous soumettent, qui nous permettent peut-être de déceler vers quoi les uns et les autres penchent. Même la position d'Habib Zekele, elle a le mérite d'exister dans la mesure où, si on peut comprendre, c'est qu'elle défend la polygamie. Lui-même, sa pratique certainement ne serait pas celle d'un polygame, mais c'est à nous d'éclairer nos compatriotes de savoir si la polygamie a mérite d'être bannie dans ce pays ou si le législateur peut faire quelques progrès pour essayer de donner aux uns aux autres la possibilité d'échapper à une pratique qui peut considérer comme barbare dans certains pays. Je crois savoir qu'en France, il n'y a pas longtemps, la polygamie, nos frères maliens, sénégalais, ouest-africains qui viennent avec 2-3 épouses ont commencé à avoir quelques difficultés dans la mesure où on a commencé à interdire les cartes de résident à ces femmes-là ou à ces personnes-là, dans la mesure où, dans ce pays-là, on ne pratique pas la polygamie. Voyez-vous? Donc, ce sont des réflexions qui, pour nous aussi, peuvent nous interpeller parce que... Allô? Oui, bonsoir, monsieur. C'est aussi un problème économique, la polygamie. Oui, je voulais participer à l'émission. Allez-y, monsieur. Bon, c'est intéressant d'éduquer les gens avec ce tel sujet, mais c'est mauvais de faire de ça comme un enseignement pour les uns. Sinon que lorsqu'on repart dans le temps, on verra que la polygamie, ce n'est pas la bonté de Dieu. Je crois qu'il y a un problème. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Et bon, en tout cas, je vous salue tous. Merci. Et c'est comme ça qu'il faut prendre. Bon, moi j'allais juste intervenir sur 3 choses. Bon, d'abord, la première chose, c'est que il est un homme de Dieu. Moi je pense que la Bible dit ceci, que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Les choses de ce monde, nous les chrétiens, nous ne devons pas trop s'appuyer sur ça. Bien sûr que Dieu établit des lois dans ce monde, mais nous, en tant que chrétiens, il y a des choses que nous ne devons pas trop s'appuyer sur ça. Parce que demain, il y aura un jugement. Mais lui qui est en train d'appuyer la polygamie. On va revenir sur le plateau. Hein, je crois quand même que même la position de M. Zekele, enfin du prophète, a été aussi battue en brèche par 2 dames qui sont ici sur ce plateau, qui sont aussi chrétiennes et pratiquantes. Alors ça veut dire que ce n'est pas une thèse qui fait l'unanimité. Mais défendre la polygamie, certainement, on aurait pu avoir l'avis des femmes qui sont chez elles, à la maison, ou des hommes polygames qui nous regardent et qui nous disent en quoi la polygamie doit être encouragée. En quoi, comme l'a dit Madame Milandou, quand je l'ai vue en aparté, qui m'a dit, est-ce qu'une femme peut me dire quel bonheur tire-t-elle à être une femme polygame? Et vous? Donc ça, c'est la question de savoir, est-ce que cela, on peut être heureuse en étant polygame, ou heureux aussi, hein, bien sûr, en étant dans une relation, comment on appelle ça là, monogame, Madame Kibi. Si la polygamie existe encore à ce jour, c'est que certainement il y a des gens qui se sentent bien. Et je pourrais prendre un petit exemple me concernant personnellement. J'ai vécu dans un foyer polygame. Mon père a eu 2 épouses. Mais je peux vous assurer que ce n'était pas la joie dans la maison. C'était pas facile parce que vous savez, il est très difficile d'accorder la même attention à toutes vos épouses. C'est très difficile. Donc, quelque part, le cœur penche toujours
vers une des deux ou des trois, etc. Et dans ce cas de figure, les enfants sont les premières victimes. Les enfants sont très malheureux lorsqu'ils vivent dans un foyer polygame où il ne règne pas l'amour. C'est vrai qu'on peut manquer d'amour aussi dans un foyer monogame, mais je prends précisément le cas que nous avons vécu. Pourtant, il fut un temps où mon papa est tombé malade, bien malade. Et lorsque j'appelle ma mère qui le gardait à l'hôpital, elle me dit au téléphone, « Oh, tu sais Antoinette, c'était très dur avec ton papa. Heureusement que Germaine était venue pour me donner un coup de main. » Germaine, c'était la coépouse qui était partie depuis quelques années, mais qui est revenue lorsque papa était malade. Donc pour maman, c'était maman qui était déjà âgée. Bon, je crois que les deux peuvent avoir facilement une quinzaine d'années de différence. Pour maman, cette coépouse était venue lui donner un coup de main. Donc même si pendant toute la durée de la cohabitation, elles n'ont pas été en bons termes, mais à ce moment-là, maman réalisait que c'était quand même bien d'avoir une coépouse dans de telles situations. Donc ça dépend, ça dépend. Personnellement, je ne suis pas pour la polygamie parce que je ne me sens pas capable de vivre dans un ménage à 3 ou à 4. Je ne m'en sens pas capable. Mais certainement qu'il y en a qui ont cette capacité. Et puis, je l'ai dit, c'est un choix. La loi nous donne cette possibilité de choisir. De choisir, oui. Pour les hommes, avoir plusieurs épouses, mais pour les femmes aussi, d'intégrer un ménage où il y a déjà une épouse. C'est un choix. Et lorsqu'on accepte cela, eh bien, on doit savoir à quoi s'attendre. Parce que même si la même loi nous dit que toutes les épouses ont droit au même traitement, c'est écrit dans notre code de la famille, le traitement ne sera jamais égalitaire. Et j'aimerais aussi rebondir sur ce qu'un téléspectateur a dit concernant la propagation du sida. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut penser que la polygamie peut être un frein. Mais est-ce véritablement un frein? Vous avez des hommes qui sont polygames, mais qui sortent de leur cercle pour aller en dehors. Et dans les pays musulmans où la majorité des couples sont des couples polygames, est-ce qu'il n'y a pas le sida? Non, c'est tout d'abord le comportement de tout un chacun. Le comportement de tout un chacun, maître Ndolani, je pense qu'on est quand même surpris qu'un homme polygame, qu'il y a même 6 femmes, parce que même notre demi-dieu, qu'on avait déjà 5, mais est allé quand même voir encore ailleurs, alors qu'avec 5, il avait quand même 5 jours pour être quand même, il avait 5 jours pour être comblé, mais pourquoi est-ce qu'il va encore ailleurs? Merci, mais pour ce qui est de la problématique du sida, je pense que la solution, ce n'est pas la polygamie ou la monogamie. Parce que, comme le disait Thomas Sankara, au cours de l'une de ses dernières réunions, parlant des armes, il disait, je suis militaire, je ne porte qu'une seule arme apparente, donc qui est vue par tout le monde. Mais il y a des civils, donc qui ne sont pas militaires, mais qui ont des armes sous les habits ou dans des cachettes chez eux. Ça veut dire, il y a des polygames qui ont plusieurs, plutôt il y a des hommes, des foyers monogamiques qui ont plusieurs maîtresses à l'extérieur. Sous l'angle du sida, ce n'est pas parce que vous êtes sous le régime de la monogamie que vous pouvez vous sentir à l'abri. Parce que si ce n'est pas vous, ça peut être votre épouse qui peut être tentée. Pour ce qui est de la polygamie, ce n'est pas parce qu'on a plusieurs épouses, même officiellement, parce que pourquoi dire la polygamie, il faut qu'il y ait le lien matrimonial officiel. Ce n'est pas parce que vous avez plusieurs épouses que vous allez penser que vous êtes à l'abri de la tentation. Ce n'est pas... Vous pouvez, parce que vous pouvez sombrer dans le proverbe espagnol qui dit « que más tiene, que res más ». Ça veut dire qui plus en a, plus veut avoir. Madame Milando, je vous vois sourire. Non, moi je suis perplexe. Perplexe par tout ce que j'ai entendu, surtout sur la base biblique. Mais bon,
Moi, ce que j'aimerais dire... Revenons sur la réalité, le concret. Quelle est la finalité, finalement, du mariage? Moi, je crois qu'on se marie pour construire une famille. On se marie pour donner naissance à des enfants qui vont grandir dans un environnement qui favorise leur épanouissement. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est celle de savoir, est-ce que des enfants qui naissent dans une famille où il y a finalement plusieurs composantes, il y a plusieurs mamans, est-ce que ces enfants sont heureux de voir que leur maman est mal aimée? Est-ce que ces enfants sont heureux de savoir qu'il existe des enfants quelque part à Talangaï qui seraient leurs frères et sœurs, mais parfois qui n'ont jamais rencontré? Est-ce qu'un homme qui partage son cœur avec plusieurs autres femmes et qui passe son temps, le clair de son temps, à régler des problèmes, parce qu'il y a beaucoup de querelles, j'imagine, est-ce que cet homme est heureux? Moi, c'est la question que je me pose. Parce qu'il y a le cadre juridique qui est planté, d'accord. On peut être monogame, on peut être polygame, mais il y a, comme vous dites, les sentiments, et puis surtout, ce que la société y gagne, à avoir autant de citoyens qui souffrent collectivement de se partager le même homme, de se partager le même papa, pas de la même manière, parce qu'il y aura toujours des enfants qui seront préférés. Généralement, ce sont les enfants de la préférée. Donc moi, c'est toutes ces questions qui me posent beaucoup de problèmes, parce que lorsqu'on sait que la famille, c'est la cellule de base, et si finalement les familles se mettent à produire des enfants qui développent depuis leur plus tendre enfance des ferments de haine vis-à-vis de leurs frères consanguins. Mais qui dit qu'ils développent forcément des relations haineuses entre eux? Je ne suis pas sûr que les statistiques démontrent que les enfants issus... Vous n'avez d'abord pas de statistiques sur la question, M. Sony, et puis je vous dirais non, puisque là c'est une assertion, des enfants dont la mère est mal aimée ne peuvent pas avoir de sentiments positifs pour celle qui est à l'origine de ce manque d'affection dont souffre leur maman. Ça, il n'y a rien à faire. Oui, mais Madame Kibi, vous avez bien dit que c'était quand même difficile, mais lorsque votre père a été souffrant, mais c'est sa coépouse, enfin, qui est venue quand même assister. Elle n'était plus au foyer. Oui, donc là, déjà, les relations étaient différentes. Elle n'avait plus de relations de rivalité au quotidien. Comment elle peut exprimer un sentiment? Parce qu'au fond, au-delà du sentiment de soulagement, puisqu'elle vient aider, mais il y a quand même une reconnaissance, une espèce d'expression d'amour, puisqu'elle vient quand même... Une expression de soulagement. Elle était soulagée. C'est plutôt le soulagement. On va parler de soulagement. Et comme on l'a dit, les deux ne cohabitaient plus. Et donc le temps étant passé, parce que lorsque papa tombe malade, pratiquement 20 années se sont écoulées. Et donc, mais la haine en a d'endure quand même, hein, parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain, même après 20 ans, effacer une rancœur ou une haine. 20 ans, ce n'est pas 2 jours, c'est beaucoup de temps. Et on a vu les enfants grandir, les enfants manifester de l'amour entre eux. Et finalement, tout ce qu'on pensait au départ, bon, en tant que maman, on a certainement mis une croix là-dessus. Et leurs relations maintenant sont tout à fait normales. Ah, bon, Dieu merci. Revenons à l'homme de Dieu, mais ne restons pas sur ce plan-là, parce que là, je crois que nos amis ne partagent pas votre avis. J'aimerais seulement dire ceci à nos amis, parce qu'il y a eu des amis pasteurs qui ont appelé. Non, mais laissez les amis pasteurs, vous allez vous retrouver à l'église, vous allez débattre de ça, parce que je crois qu'il y a des problèmes. Merci. Il y a des contradictions, puisque les lectures ne sont pas les mêmes. Merci, merci. Nous allons dire tout simplement ceci. Humain, quelle appréciation faites-vous on ne peut pas bannir la polygamie comme ça. S'il faut supprimer la polygamie, donc il faut supprimer... Question indiscrète, êtes-vous polygame?
Je le suis par la foi déjà. Donc, vous pouvez là. Je veux dire ceci. Ma femme. Ah, pardon, Marina, par la foi. J'ai pas compris. Non, je le serai. Je le suis déjà. Ouais, et je le serai. Ma femme Marina et deux enfants. Je l'embrasse et je la salue tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avons suivi le témoignage de notre bien-aimé qui est à côté. Ça, c'est son témoignage. Elle a vécu dans un foyer horrible. Mais ma femme, c'est grâce à la polygamie que je l'ai épousée. Si sa maman n'était pas des enfants. Et aujourd'hui, dans leur famille, il y a eu une ambiance de telle sorte qu'il est difficile de savoir que celle-là, elle est issue de ceci ou de cette maman. Tu comprends? Donc, c'est un problème où l'homme doit avoir ses responsabilités, doit savoir comment gérer son foyer. Et moi, je le dis déjà, par la foi, j'anticipe, en tant qu'homme polygame, je sais, suite aux Saintes Écritures, comment régler ce problème-là. Donc, bannir la polygamie, c'est supprimer. Vous remarquerez que si on repart, on fait un peu cette étude sur l'arbre généalogique de chacun de nous, on va se rendre compte que chacun de nous, ici, nous sommes le fruit de la polygamie. Donc, s'il faut supprimer la polygamie, il faut supprimer donc tous les enfants qui sont nés de la polygamie. Non, on n'a pas dit de supprimer. Non, c'est banni. Vous posez la question de savoir vous savez, si aujourd'hui, on peut bannir. Non, on ne peut pas bannir cela. Aujourd'hui, par exemple, on peut prendre un exemple parfait sur notre pays. C'est grâce à la polygamie que Denis Sassou Nguesso est président du Congo. Si sa maman n'était pas sixième femme, ce monsieur ne serait pas venu au monde. Il ne serait pas aujourd'hui président de la République. Nous n'allons pas rentrer. Donc, c'est pour dire tout simplement que, suite aux téléspectateurs et les pasteurs, même ce livre, le Testament, je ne vais pas rentrer dedans puisque tout le monde n'est pas dedans. Vous remarquez les auteurs de ce livre, de la Genèse, c'est un polygame. Qui a écrit Cantique des Cantiques? C'est un polygame. Le Psaume, c'est un polygame. Ainsi de suite. Non, je ne rentre pas dedans. Mais toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire, pour corriger, pour convaincre, pour enseigner, selon 2 Timothée 3, verset 16. Et c'est vrai, selon 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, 20 à 21, il dit que aucune prophétie de l'écriture ne doit être l'objet d'une interprétation particulière. Parce que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont fait de la part de Dieu. Donc, la polygamie aujourd'hui. Il y a une dame certainement qui va témoigner. Oui, madame, vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour à vous. Bonsoir. Moi, je voudrais demander au pasteur, soi-disant le prophète, est-ce qu'il est polygame? On vient de poser la question. Bon, je le suis puisque je soutiens la polygamie. Je suis envers ce que je dis. Merci. Et ce n'est pas un péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Merci beaucoup. Oui, je voudrais dire au pasteur, à chaque fois qu'il passe à DRTV, il n'a jamais eu raison. Jamais. Je ne sais pas s'il a déjà vu dans cette église où un pasteur a célébré un mariage avec 2 femmes. Je n'ai jamais vu ça. Peut-être dans son église. Parce que dans une église, même chez les catholiques, n'importe quelle église, j'ai entendu parler. Non, c'est vrai. Le problème, c'est quoi? C'est que les pasteurs qui ne célèbrent pas ça, je ne voulais pas être insolent ou menacer les pasteurs. Vous remarquez que s'ils n'ont pas l'audace de le faire, mais ces pasteurs, bon, je ne voulais pas dire leur vie privée, ça fait mal lorsqu'on apprend par exemple un pasteur a des rapports avec les sœurs de l'église, cependant, il condamne cela. On connaît tout ça. Bon, elle est sincère, mais de la fausseté, elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est pas l'objet du débat. Nous croyons qu'aujourd'hui, c'est pas l'objet du débat. Ça, c'est un problème d'opinion. On essaie de déraper, oui. La polygamie, c'est un problème d'opinion. Si quelqu'un pense qu'il a des capacités pour être polygame, ce n'est pas un péché. Je peux le soutenir, l'encourager. Ok, il y a quelqu'un. Oui, bonsoir monsieur, vous êtes à l'antenne. Bonsoir monsieur Lenga. Félicitations pour le choix des personnalités de ce plateau ce soir. Merci. Bon, je pense que la polygamie n'est pas a priori à bannir, c'est pas un a priori. C'est quelque chose, c'est une situation sociale qui varie selon la conjoncture. Et tous les membres du plateau l'ont débattu historiquement là. Nous pensons que s'il faut condamner a priori la polygamie, ce serait tout à fait une erreur, parce que la société est faite de croyants, de non-croyants, et tous les éléments de la société peuvent agir selon la conjoncture, soit dans la monogamie, soit dans la polygamie. Il est naturel qu'un homme puisse, selon ses désirs, mais je dis bien selon la conjoncture, prendre 1 ou 2 ou 3 épouses. Mais c'est surtout la loi, la législation qui régit la vie de l'individu dans la société. Et
en ce qui concerne le Congo, ben, la loi est claire là-dessus, elle est assez souple pour les polygames et elle est ouverte aussi pour les monogames. Nous ne pouvons pas débattre dans la sélection, bannissement ou alors de faire l'apologie de la polygamie. C'est quelque chose de social, on doit le vivre. On doit le vivre naturellement, mais si l'on veut contribuer au changement de la loi, on peut s'intéresser à l'état civil, faire des statistiques, voir l'impact de la polygamie sur notre société, et sentir s'il y a peut-être 10% de polygames en réalité, puisque la polygamie doit être consacrée par la loi. Bon. Je voulais savoir, est-ce qu'il est prêt à accepter qu'une femme puisse avoir 3 ou 4 maris? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes à l'antenne. Oui, en fait, je voulais juste, je me présente d'abord, c'est monsieur Braz. Oui. Je vous appelle du quartier Matour. Je voulais juste dire que pour moi, la polygamie, c'est quelque chose de difficile à abolir, parce qu'à bien voir, les personnes qui n'ont pas intérêt à avoir cette pratique abolie, ce sont justement les femmes. Et la polygamie est critiquée que pour une seule et unique raison, c'est le fait que la condition d'équité envers toutes les coépouses n'est pas respectée. Et Madame Kébi a fait un témoignage vivant là-dessus. Ce sont les femmes et les enfants, en fait, les enfants de ces coépouses lésées, qui sont, s'il faut dire, à l'avant-garde de cette lutte anti-polygamie, et aussi les femmes qui ne supportent pas les ménages à 3. Mais la polygamie, comme toute chose, a ses côtés négatifs, mais la monogamie aussi a ses côtés négatifs. Donc, parler de bannir la polygamie, c'est, même si on prend la monogamie, il y a aussi beaucoup à dire là-dessus en termes de problèmes et de difficultés. Et j'aimerais juste terminer mon intervention en appelant les personnes sur le plateau à un peu plus de tolérance envers les idées des... Je crois que les gens sont tolérants. Le débat est un peu plus endiablé, mais en tout cas, les gens ne sont pas en train de faire sortir les couteaux. Bonjour, monsieur Sony. Oui, bonjour, madame, monsieur. C'est monsieur Gervais. Oui, bonsoir. J'appelle le président. Je vous félicite pour le débat. Ce sont les invités et la qualité de leurs réponses qu'il faut plutôt apprécier. D'accord. Moi, je suis beaucoup plus dans la position de bannir, de bannir la polygamie. Parce que déjà, ne serait-ce que sur le plan de la succession, l'expérience a montré que la majorité des familles polygames, après le décès de papa, généralement, des situations très délicates et très difficiles à gérer. Nous connaissons le niveau de vie de chaque Congolais et le niveau de vie de chaque Congolais. Généralement, nous n'avons pas beaucoup de patrimoine. Et quand tu as déjà 4, 5, 6, 7 enfants, et ceux de différentes mères, alors, ça crée ce qu'on appelle de succession pour les enfants, pour le coépouse, et voilà. Mais c'est vrai que pour cet aspect-là, je crois que la polygamie a gagné. Merci. Mais, Madame Milando, est-ce que on bannirait seulement à cause de ça? Parce que même dans un ménage monogame, le problème de succession se pose aussi lors du décès du mari ou du père. Oh oui, c'est sûr, mais vous savez, hein, bon, il faut être démocrate comme Jésus. Hein. Vous savez, Jésus, il vous dit, je frappe à la porte et ceux qui m'ouvrent, à ce moment-là, j'entre. Donc nous disons que c'est une question de choix. C'est une question de choix. Les gens choisissent ce qu'ils veulent, ce qui leur convient. Mais d'ailleurs, même en choisissant, par exemple, d'être dans un ménage polygame, bon, il faut quand même que les femmes, je parle des femmes, que les femmes sachent qu'il faut avoir un contrat de mariage, qu'il faut choisir le régime matrimonial qui convient, parce qu'on a vu des femmes qui se sont embarquées dans
dans des unions légitimes, alors qu'il existait déjà une première épouse, mariée parfois sous le régime de la communauté des biens, et elles aussi à leur tour, il suffit que l'officier d'état civil ne soit pas vigilant, elles aussi, elles vont contracter mariage sous le régime de la communauté des biens. Vous voyez bien que d'un point de vue pratique, cela pose d'énormes problèmes, et surtout lorsqu'il faut liquider l'un de ces régimes matrimoniaux, c'est presque inextricable. Donc lorsqu'une femme choisit, pour les raisons qui sont les siennes, les raisons peuvent être matérielles, financières, elles peuvent être aussi sentimentales, ce qui peut arriver effectivement qu'on tombe franchement amoureuse d'un homme malheureusement déjà engagé dans un lien matrimonial. Mais ce que nous pouvons conseiller lorsqu'elle tombe dans cette situation, c'est qu'elle fasse attention et qu'elle prenne suffisamment de précautions pour que leurs intérêts soient préservés et ceux aussi des enfants. Hein. Je le dis à mon corps défendant parce que je suis convaincue et nous avons eu à partager l'expérience de certaines personnes qui sont engagées dans ce type de mariage. Et parfois l'homme vous disait qu'il regrettait beaucoup, il était très malheureux, il réglait des querelles à longueur de journée, il était malheureux parce que les enfants ne s'aimaient pas entre eux. Et moi, j'ai même rencontré, nous avons rencontré... Est-ce que c'était pas parce qu'il n'était pas un bon barreur, comme un capitaine? Nous avons rencontré monsieur... au sein de notre clinique juridique, donc la clinique juridique des femmes juristes, une femme qui était pourtant la deuxième épouse et qui nous a dit, en présence de son mari, qu'en fait, tous les trois, nous sommes malheureux. Donc voilà ce que j'aimerais... Madame, je fais une provocation. J'espère que vous n'allez pas prendre ça mal. Est-ce que ce débat-là n'est pas beaucoup plus intéressant pour les intellectuels que vous êtes? Parce que c'est beaucoup plus les femmes instruites qui posent cette problématique de mettre à nu la polygamie. Alors que... non, c'est faux. Enfin, je ne sais pas, est-ce que je peux me tromper? Ce n'est pas une question de niveau intellectuel. Il y a des femmes qui sont des intellectuels de haut niveau, qui ont accepté d'être dans cette situation. Voilà. C'est une question personnelle. Donc, ça n'a rien à voir avec le niveau. Ça n'a rien à voir avec le niveau. Plus on a un niveau, plus on remet parfois en cause ces pratiques-là. On remet en cause beaucoup de choses, pas seulement le problème de la polygamie. Mais on l'a dit aussi, il y a des femmes intellectuelles, des femmes qui ont un bon niveau de vie, qui acceptent d'être engagées dans des liens de mariage avec un polygame. C'est une question de choix. On ne cesse de le dire depuis. On ne pourra pas bannir la polygamie d'un seul coup de baguette magique, mais chacun fait son choix. Et si vous êtes attentif, vous allez vous rendre compte que dans la plupart, moi, je crois que je n'ai pas encore assisté depuis 5-6 ans à un mariage célébré sous l'option polygamique. Je n'en ai pas encore rencontré. Ça signifie quoi? C'est que beaucoup de jeunes couples se désintéressent de la polygamie. Mais laissons faire les choses. Il y en aura qui vont continuer à accepter la polygamie, mais libre à eux en tout cas. J'avais vu un excellent documentaire sur TF1 quand j'étais il y a plus de 20 ans, enfin 15 ans, une Française qui s'était mariée avec un chef de village camerounais, n'est-ce pas? Un roi camerounais, mais qui avait déjà une carrière d'épouses camerounaises. Et qui se sentait très bien d'ailleurs. Qui se sentait très bien. Après, il en exaltait vraiment. Bon, il en exaltait. Ça peut être une aventurière sentimentale. Elle voulait vivre ce que c'est que de vivre dans un harem une aventure à une durée éphémère, mais en tout cas, celle-là a été quand même assez... C'est une expérience qu'elle a vécue positivement. Oui, elle a vécu positivement, mais ce n'est pas pour autant que nous dirons que beaucoup d'Européennes accepteraient cette situation. Tout à fait. Oui, bonsoir monsieur. Et puis après, je vais vous donner la parole. Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Vanel Candela. Je suis étudiant en droit. Je salue tous les touristes sur le plateau. J'aimerais parler à l'homme de Dieu. Je pense que la polygamie n'est pas la volonté de Dieu, mais plutôt la volonté de l'homme. Jacob et David et les autres
ne sont pas Dieu. Donc s'ils pensent que ils sont polygames, ça ne dépend de Dieu. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que j'ai dit avec ce frère, je ne suis pas polygame. Et je continue avec ce passage, 1 Corinthiens 7, 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Voilà. Et autant que l'impudicité, c'est ce qui baisse la pudeur. Donc voilà, merci. Merci. Donc je crois que c'est un problème de choix encore une fois. On ne va pas polémiquer là-dessus. Maître, vous voulez réagir tout à l'heure parce que là nous sommes en train d'arriver à la fin de l'émission. Non, mais en résumé, je dirais qu'il y a des aspects très importants qui ont été soulevés et sur lesquels on n'a pas eu le temps d'approfondir certains aspects. Je dirais que pour ce qui est des enfants, par exemple, qui grandissent ou qui sont nés dans des foyers polygames, c'est vrai aujourd'hui quand nous retournons vers l'Afrique de l'Ouest, pourtant, nombreux sont des enfants qui sont élevés dans des foyers polygames, mais qui réussissent non seulement du point de vue de leur éducation sociale, mais également du point de vue de leur éducation scolaire et universitaire. Il en sort des cadres suffisamment aguerris. Donc, je pense qu'il y a le problème de la gestion également de cette situation, comme a dit Madame la présidente, Madame Landou, comme Madame Kébi, ils l'ont dit que lorsqu'on s'engage dans une telle union, il faut l'assumer. Mais j'entends par assumer la gestion responsable de cette situation. Il faudrait d'un côté, à mon humble avis, que les co-épouses puissent transcender leurs égoïsmes, ce qui est difficile, et du côté de l'homme, qu'il y ait un effort de favoritisme contre les injustices. Il ne peut pas. Et en ce qui concerne la succession, je pense que ici, la succession, on la conçoit sous l'angle du lien paternel. Donc, dès l'instant où tous les enfants, vis-à-vis de leur père, ont les mêmes droits, en réalité, ça ne devait pas poser de problème. Maintenant, du point de vue sentimental, et je vais terminer par là, c'est vrai, comme on l'a dit, la loi, malheureusement aujourd'hui, pose comme principe la possibilité pour chaque conjoint ou chaque conjointe de s'engager dans une union polygame. À ce titre, nous ne nous préoccupons pas du nombre, mais on peut se préoccuper plutôt, nous pouvons nous préoccuper du lien qui s'établit sur le plan affectif. Ce n'est pas un lien collectif, mais c'est un lien individuel. Voilà. Mon cher Habib Zekele, mais une question simple. Vous avez dit que vous étiez polygame. Est-ce que vous êtes à même de tolérer qu'une femme, puisque j'ai posé cette question-là, personne n'a pas répondu, puisse avoir 3 ou 4 maris, parce que je l'ai lu quelque part, et je crois qu'en Suède, on pratique déjà la polyandrie, si je me trompe. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas tolérer cela. Du coup, je dis non, parce que du point de vue testamentique, ça ne se fait pas aussi. Vous voulez avoir votre plaisir, vous, et non, secondo, vous savez que les nations aujourd'hui peuvent établir certaines lois, telles qu'aujourd'hui l'homosexualité bat son plein, que ce soit en France, ainsi de suite. Mais ce n'est pas parce que tel pays a adopté cela que cela est normal, non. La France qui condamne la polygamie, mais permet à un homme d'avoir une maîtresse officielle. Mais c'est une forme de polygamie d'une façon ou d'une autre, bref. Donc la polyandrie n'existe pas. Ce n'est pas testamentique, ce n'est pas de Dieu. Le reste, tout comme mes bien-aimés l'ont déjà dit, c'est un problème d'amour, de choix, d'opinion qu'on ne peut pas discuter. Mais en ce moment-là, c'est l'homme qui doit prendre ses responsabilités. Comment gérer ses foyers, comment gérer ses femmes. Tout comme dans les émissions passées, nous avons dit aujourd'hui, le problème aujourd'hui, un homme, quand il a besoin d'une femme, il dit, madame, tu es belle, chérie, je te plais, cherche une maison, 2 chambres, salon, et je vais te poser. Ce que j'ai dit à l'église, ah non, ça, ce sont des farceurs. Un homme qui le dit, c'est un farceur, il veut, comme il a honte d'aller à l'hôtel, donc il veut un appartement, il venait de temps en temps, il mange le matin, il mange le midi, il mange le soir, mais il ne dort pas chez toi, c'est pas ça la polygamie. La polygamie, c'est un mariage, je le répète. Madame Landos le dit, il faut aller devant l'officier d'état civil, régler les choses normalement. Mais il y a un problème que je veux souligner, puisque nous sommes presque à la fin. C'est le problème, je pense que les juristes doivent voir ça. Le Congo est un pays laïque, c'est très dangereux. On a pris beaucoup d'exemples sur l'Afrique de l'Ouest, ainsi de suite. Mais ces pays-là ne sont pas des pays laïques. La majorité de nos autorités sont des chrétiens. D'où vient que le pays soit un pays laïque? Non. Si nous étions un pays chrétien,
et que les hommes de Dieu devaient enseigner l'évangile tel qu'il se doit, je pense qu'il n'y aurait pas de dérapage des comportements néfastes de la polygamie. Okay, bon. Ça, c'est très important. C'est ainsi qu'il faut qu'on examine ce problème-là. C'est très important. Donc pour vous, une femme n'a pas le droit... Non, une femme n'a pas le droit d'avoir... Vous êtes mari, mais vous avez le droit d'avoir 4-5 femmes. 4-5 femmes, et même, on peut même avoir une concubine officielle. C'est testamentique. Ce que je dis, ça dépasse l'entendement humain, mais c'est la vérité. Je suis un homme de Dieu. Je viens ici pour déclarer certaines vérités que l'humanité n'a jamais écoutées. C'est vrai que l'émission s'appelle Sans détour, mais sans provocation. Il ne faut quand même pas heurter la morale. Je dis ça tout simplement parce que les exemples testamentiques, les exemples prophétiques, elle est chrétienne, elle ne peut pas. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Ce que je dis, c'est la vérité. Je suis un révélateur. Donc je dis la pensée de Dieu. Là, vous prenez la débauche. Non, la débauche c'est autre chose. Une concubine officielle. La débauche c'est autre chose. Nous avons parlé de la France qui connaît la polygamie, mais qui permet à l'homme d'avoir une maîtresse. Ramenons le débat sur des bases juridiques. Tout simplement, nous sommes sur les bases juridiques. Mais officiellement, le débat sur Dieu, c'est plus tard. Nous ne sommes pas sur Dieu. J'ai dit tout à l'heure, la France, j'ai dit la France. Tout à l'heure, vous avez souligné, permettez-moi de souligner, vous avez dit que la France ne permet pas aujourd'hui aux polygames d'avoir la vocation d'arriver chez eux. Nous aurons le temps de parler de tout ça. C'est moi qui dirige le débat. Cette même France autorise un homme d'avoir une concubine officielle. Très bien, ok, vous l'avez dit. Merci. Moi j'avais posé une question simple. C'est qui cette loi française qui autorise? Non, il n'y a même pas de loi qui autorise. Ça, c'est... Non, voilà, on va pas... Vous confondez les choses. Sinon on ne va pas s'en sortir. Madame Kébou, pour conclure, si on avait un conseil peut-être à donner aux législateurs, puisque on voit quand même que le débat est endiablé. Il y a ceux qui pensent que la polygamie n'est pas une pratique à bannir, on a entendu, parce que, bon, culturellement et traditionnellement, voire même historiquement, on y est baigné. Si vous avez un conseil, puisque vous êtes juriste aussi, c'est vous aussi qui élaborez les lois, ou sinon vous conseillez ceux qui les élaborent, quel conseil pourrait-on donner pour que on n'arrive pas ni à mettre les enfants issus des mariages polygames mal à l'aise et les femmes elles-mêmes ne pas subir ce qui peut ressembler à une contrainte? Mais j'aimerais tout d'abord dire que, à mon sens, la polygamie constitue bien une violation de l'égalité de droit reconnue à tous les citoyens congolais. C'est comme si on disait certains citoyens ont plus de droits que d'autres. Donc au départ, on pose le principe tous les citoyens sont égaux en droit. Et puis on ajoute, mais certains ont plus de droits que d'autres. Et le certain là englobe les hommes qui peuvent évidemment avoir toutes les femmes qu'ils veulent. Ça, c'est le principe. Mais je dirais aussi que la polygamie, puisqu'elle est légale, je continue à penser que le législateur n'a même pas pour le moment besoin de légiférer parce qu'il faut tenir compte du contexte social. Sociologique. Plus tard, je suis sûre que cette polygamie n'existera plus. Vous n'avez qu'à voir le nombre de mariages qui sont célébrés sous l'option monogamique. Alors pourquoi légiférer? Je n'en vois pas le sens. Mais c'est une liberté qui est laissée à tout un chacun. Et les enfants naissent égaux également. Les parents qui s'engagent dans la polygamie ont le devoir d'entretenir les coépouses de la même façon et de mettre les enfants dans un cadre convivial où il y aura vraiment la fraternité et l'amour. Mais j'avoue que ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde d'aimer toutes les épouses. Vous n'avez qu'un seul cœur, il y aura nécessairement des penchants quelque part. Madame Ilandou, la position que vous tenez, ça je l'ai bien compris, est-ce qu'elle est la position officielle de l'Association des femmes juristes du Congo ou est-ce qu'elle est une position personnelle et dont vous voulez peut-être imposer à l'ensemble des membres qui font partie de votre association? Non, ce serait prétentieux et ce serait comme de la dictature intellectuelle que d'imposer à des consoeurs telle vision par rapport à un sujet aussi délicat que le choix d'être dans un ménage monogame ou polygame. Mais ce que j'aimerais dire, ce sera mon dernier mot, c'est que la loi
est de toutes les façons, elle est évolutive, elle est le reflet de ce que veut la société à un moment donné. Donc, lorsque Mme Kébi dit qu'effectivement, lorsqu'elle assiste à des mariages, et j'ai remarqué également qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes candidats au mariage qui optent pour la polygamie, ça signifie qu'avec le temps, les choses vont nécessairement évoluer. Les choses vont évoluer dans le sens finalement de l'abandon de la polygamie. Et puis ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il y a des femmes qui se proclament seconde épouse de monsieur Untel, troisième épouse de monsieur Untel, mais elles n'ont pas de contrat de mariage. C'est le contrat de mariage qui confère la légitimité à tel type d'union et évidemment confère à ce moment-là des droits. Donc celles qui ont choisi d'être polygames, je le répète, mais il faut qu'elles amènent ces messieurs devant l'officier d'état civil pour qu'elles puissent, elles aussi, avoir les mêmes droits, les mêmes prérogatives que la première statut d'épouse. Voilà. Maître, le dernier mot vous revient pour conclure, très brièvement, parce que nous avons largement dépassé. Merci, merci, M. Soni. Je dis tout simplement que la société, au jour le jour, vit certaines réalités qui finissent par disparaître d'elles-mêmes en fonction de l'évolution des consciences, de l'évolution des mœurs, mais aussi en fonction de certaines circonstances qui viennent imposer à un moment ou à un autre aux hommes un mode de vie qui ne pourra plus s'adapter à certaines pratiques qui relèvent d'une loi ancienne ou tout simplement d'une tradition, fût-elle séculaire. Merci pour cette conclusion. Et j'aimerais seulement dire, pour conclure cette émission, que nous comptons sur le temps pour que certainement tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui puisse trouver une évolution qui aille dans le sens souhaité par le plus grand nombre. Parce que quand on voit les statistiques, il ne reste plus que 50 pays sur au moins 160 que comptent les pays des Nations Unies, je crois, n'est-ce pas, qui pratiquent la polygamie encore chez eux. Donc c'est pour dire qu'il y a une évolution qui se fait. Mais en même temps, on ne va pas non plus empêcher les gens de faire les choix, puisqu'il s'agira peut-être des choix sentimentaux, faits de commun accord, ou certainement des choix imposés par des contingences économiques, et qui sait dicter aussi par quelques opportunismes, comme on sait. C'était son détour dans le thème de ce soir porté sur la polygamie, polygamie mal nécessaire ou pratique à bannir, pardon. C'était la question qui nous intéressait aujourd'hui. Et je vais vous donner les thèmes pour les prochaines émissions pour que chacun de nous se prépare et qu'il ne soit pas surpris pour dire que non, on a invité que les Antilles et pas les pros. La dépigmentation de la peau est l'expression d'un complexe d'infériorité, une dénégation ou un signe de beauté. Je répète, la dépigmentation de la peau est l'expression d'un complexe d'infériorité, une dénégation de sa condition ou un signe de beauté. Certainement, le terme de dépigmentation peut peut-être surprendre un certain nombre de gens, mais c'est pour dire que tous ceux qui se mettent les pommades pour éclaircir leur teint, alors qu'ils veulent imiter Michael Jackson ou bien, qui sait, Nicolas Sarkozy, est-ce que c'est un complexe d'infériorité ou un signe de beauté? Je crois que nous, naturellement blanc, voilà. Non, mais nous voulons l'imiter, être comme lui. Voilà. Donc ça, c'est le thème de notre prochain son de tour. La dépigmentation de la peau est-il un signe de complexe d'infériorité, une dénégation de sa condition, ou même un signe de beauté? Mais après, nous reviendrons sur les églises, puisque le débat fait couler beaucoup d'encre. Les églises de réveil, un lieu de socialisation ou de dépravation de mœurs. Merci, chers amis. On se retrouve
dans une semaine. C'était sans détour. Et chez nous, c'est sans langue de bois. Je voudrais remercier encore une fois Madame Kébi. Merci. Le prophète Habib Zekele, Maître Dolani et Madame Mirandou, que tout le monde sait. Hein? Et je crois que vous avez été fidèles au rendez-vous et vous n'avez pas été déçus. Merci beaucoup. Hein? Mais... Oh.